très heureux de nous retrouver ici au lancement du séminaire de l'IA avec notre résident John Edward Ellis qui, dans la tradition de l'IA, va nous présenter son projet de recherche. Je voudrais dire que je suis très heureux, au nom de l'ensemble des bureaux de l'Institut, de vous accueillir et de vous donner l'occasion de ce dialogue que nous avons voulu instaurer entre vous et différents collaborateurs de l'Institut. Nous avons opté pour une réunion bimodale. Nous sommes là dans le siège de l'institution et nous avons, vous avez lu Camara, qui est le fellow associé à vous en tant que romancier, poète et grande figure de la vie saint-lusienne. Vous avez aussi Cheikh Diarra. Cheikh Diarra est romancier. Nous l'avons invité pour d'abord vous permettre de prendre contact avec d'autres écrivains saint-lusiens avec qui vous pourrez interagir et partager vos idées et vos expériences. Nous avons Ababakar Gaïfal, chargé de mission à l'IA, qui nous a fait l'amitié de faire le déplacement pour participer à cette activité. Nous avons Mohamed Maïga, qui est doctorant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et qui s'intéresse aux questions du patrimoine. Et nous avons Aminata Kassama, comme je vous l'ai dit, elle certes travaille au niveau du CRDS, mais pour nous, c'est surtout la personne membre de l'Institut. Elle est membre de l'Institut, premièrement. Deuxièmement, elle est écrivaine, elle est peintre, elle est artiste, n'est-ce pas? Elle est aussi à l'université Gaston Berger en tant que doctorante. Nous sommes suivis grâce au progrès de la technologie depuis Dakar par notre ami Anis Jouga. Anis Jouga est architecte. Elle est très portée sur les questions du patrimoine et elle est adjointe au maire de Gorée. Alors, vous comprenez le lien entre Gorée et Saint-Louis par rapport à l'histoire, par rapport à la culture, et Annie nous fait l'amitié de pouvoir de suivre cette conférence et de pouvoir prendre part à ça. Nous avons aussi, depuis la Côte d'Ivoire, nous avons Sidibé, depuis Abidjan. Sidibé est maître assistant au niveau de l'université de San Pedro. Présentement, il est à Abidjan. C'est un historien de l'économie, historien du travail. Il nous a fait l'amitié de suivre. Nous avons également Fatoumata Sow, spécialiste en communication. Elle est de l'université Hussein, c'est l'université du Sine-Saloum. Elhadji Ibrahima Niass. Elle est spécialiste en communication, développement. Elle a, au niveau de l'IA, elle a en charge de la publication et la collection que nous animons avec la maison d'édition Arbatan. C'est elle qui est une des directrices de la collection Mémoire, métier, mémoire et territoire en Afrique. Et nous avons également l'équipe de SAMB qui nous font aussi, l'équipe SAMB et avec ses associés qui sont là pour pouvoir nous permettre de faire le reportage de cet événement que nous allons mettre sur le site. Nous avons également quelques amis qui se sont excusés pour différentes préoccupations de dernière minute qui sont liées à des contingences.
le séminaire de l'IA, dans l'esprit de l'IA, c'est un lieu d'échange, de réflexion sur l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, nous avons invité, au niveau de l'IA, nous invitons non seulement les Africains à réfléchir sur l'Afrique, mais nous invitons également d'autres penseurs du monde à réfléchir avec nous et sur l'Afrique et sur le monde. Et c'est ça la philosophie de l'Institut. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir John. John, je vous l'ai dit, est un romancier. Il vient des États-Unis. John est boursier Fulbright. Et John, qui a passé son adolescence en Afrique de l'Ouest, au Libéria, dans une société, que ce soit Libéria, que ce soit la Sierra Leone, qui sont marquées par le métissage, avec la créolisation. John est resté frappé et impressionné par les souvenirs de cette adolescence. Et John vous dira par quel détour et par quel parcours il est arrivé à trouver un intérêt à Saint-Louis. Et pour se fixer le projet d'écrire sur ce qu'il appelle les beautés de Saint-Louis. Les beautés de Saint-Louis. C'est intéressant pour nous en tant que regard extérieur qu'il projette sur notre société pour attirer notre attention sur peut-être des aspects dont nous ne prêtons pas très souvent attention, mais qui sont des aspects très importants par rapport à l'évolution de la société. Donc, John, c'est notre plaisir. Je vous laisse la parole et vous avez tout le loisir de développer votre projet. Merci. J'ai préparé mon discours en anglais, mais je l'ai traduit en français. J'espère que vous me comprenez avec ça. Comme ça. J'espère que vous me comprenez mieux en français qu'en anglais. Je ne sais pas. S'il vous plaît, arrêtez-moi si vous avez besoin d'éclaircissement. Alors, merci à tous d'avoir participé à mon séminaire aujourd'hui pour discuter de mon travail ici en tant que boursier de l'Institut d'études avancées et de programme de Fulbright. Comme il dit, je suis un écrivain américain et j'ai découvert le IEA lors de ma candidature au programme Fulbright. Ce programme est ce qui m'a amené au Sénégal en premier lieu et ce qui m'a guidé à me renseigner pour avoir l'Institut comme affiliation. Cependant, je veux que tout le monde sache que l'Afrique de l'Ouest est aussi dans mon sang. Bien que je sois né dans la région de Washington, D.C., j'ai passé trois ans de mon enfance au Libéria. C'est ce qui m'a amené à concevoir mon application de programme Fulbright en pensant à l'Afrique de l'Ouest. Dans mon projet, je voulais un narrateur capable de faire référence à l'époque et au lieu de son enfance, tout en documentant à nouveau sa vie en Afrique de l'Ouest, étant qu'adulte de Sénégal. Cela ne veut pas dire que le Libéria et le Sénégal se ressemblent.
je me rends également compte que tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont très différents dans la culture, la géographie, la politique, l'histoire et le gouvernement. C'est pourquoi le Sénégal, son peuple et ses superlatifs vus à travers le prisme de Saint-Louis doivent occuper le devant de la scène dans mon livre. Ok, en autre, je suis très reconnaissant à l'Institut et en particulier à Babacar Fall, car je réalise le rôle important que joue le IEA au Sénégal. Sans le courant intellectuellement croisé de collégialité, de recherche partagée et de discours que instituts comme l'IEA offre, les sociétés du monde entier n'ont pas la capacité de s'auto-examiner, d'étudier leurs propres forces et problèmes sociaux et de catalyser le progrès par le biais d'acteurs de changement. Ok, en postulant au programme et en venant travailler avec l'IEA, j'ai 2 objectifs avec mon livre. Le premier objectif, écrire avec précision sur la beauté et la complexité du Sénégal et de son peuple à travers des sujets qui comptent pour eux. So just to make sure that's clear, I write accurately about the beauty and complexity of Senegal and its people, but specifically through the subjects that matter to the people of Senegal. Et le deuxième, utiliser la recherche intellectuelle pour étudier le Sénégal, mais une forme littéraire pour écrire à ce sujet. So the second thing, use intellectual investigation to study Senegal, but put it into a literary form to write about it. Alors, la forme littéraire spécifique en question est la collection d'essais. Le type d'essai que j'ai l'intention d'utiliser est ce que l'on appelle aux États-Unis l'essai narratif ou créatif. So, the narrative essay or creative essay. Généralement, cela signifie que chaque essai est à la fois personnel et reportage. Chacun incorporate, I will incorporate des éléments de journalisme, mais sonnerait comme pardon pour ça. De journalisme, mais sonnerait comme un roman à la première personne. So each will incorporate elements of journalism, each essay, but it'll sound like a first-person novel. So, c'est un point important. So, this is an important point. Ce n'est pas it's not my intention, ce n'est pas mon intention d'écrire une encyclopédie de Saint-Louis. I don't want to write an encyclopedia about Saint-Louis.
ou des biographies de Sénégalaises. And I don't want to write biographies about Senegalese people. Ces livres existent déjà, so it already exists. J'ai l'intention d'écrire un livre qui utilise des dispositifs littéraires comme le fait un roman et dont l'expérience de narrateur montrant aux lecteurs le monde sénégalais à travers ses expériences à Saint-Louis et avec ses habitants. So I'll just say that also in English. It's a book that utilizes literary devices, like from a novel, and it shows a narrator whose experiences show the reader the Senegalese world through the narrator's experiences in Saint-Louis and with its people. And the narrator's assessment reflects the contrast between what he saw in West Africa as a kid, as un enfant, and recalling, and then as an adult in Senegal. Je veux aussi que l'évaluation du narrateur reflète le contraste entre voir l'Afrique de l'Ouest à l'âge adulte et se souvenir de son point de vue dans sa jeunesse. Pris ensemble, mon intention est que chaque essai crée une mosaïque que dépend avec précision le Sénégal, son peuple et sa culture. So taken together, my intention is that each essay creates a mosaic altogether that accurately depicts Senegal. And not necessarily from the vantage point of an American. It is the narrator experiencing the Senegalese world. So I have a few points about my process. Quelques points sur mon processus. Jusqu'à présent, j'ai produit un brouillon d'essais et demi. Les contenus que j'ai produits provenaient de trois choses. So, I have produced 1.5 essays, the drafts, and the content I produced came from 3 things. So, le premier, les observations, so my observations, et les expériences de marche et de voyage à travers le centre-ville de Saint-Louis. So, my observations walking in Saint-Louis. Le deuxième, number 2, le 2, les entretiens que j'ai menés avec des gens. So my interviews I've conducted with people. Ceux-ci sont d'une grande importance pour mon livre, car entendre des choses directement exprimées par une personne sénégalaise est ce qui donne à mon contenu une plus grande précision et le plus grande précision. Because hearing things directly expressed from a Senegalese person, that is what gives my content greater accuracy. So the interviews are very important, les entretiens. Et le 3, la recherche open source que j'ai lue sur Saint-Louis et le Sénégal. So the open source research I've read on Senegal and Saint-Louis. So those are the three sources. So I will be downtown, I'll meet people, I'll do interviews, and then I'll do my own research. Je dois mentionner que bien que je sois un écrivain
essayant d'écrire un ouvrage de littérature, j'ai quand même obtenu une autorisation de recherche du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche. So I have a research certificate to do this. Certains des principaux points qui ont attiré mon attention et sur lesquels j'ai déjà écrit sont les suivants. So these are some points that I've thought about as being important. My interactions with Senegalese people in coffee shops. So, mes interactions avec les Sénégalaises dans plusieurs cafés de centre-ville. 2. Les traditions et pratiques littéraires, artistiques et intellectuelles profondes du Sénégal et plus particulières, in particular, au sein de Saint-Louis. So the deep literary, artistic, and intellectual traditions and practices of Senegal, and specifically within Saint-Louis. Those things I've thought about a lot, and I will probably bring into my writing. Number 3, le fleuve du Sénégal. So the Senegal River is of interest to me. 4, Tarenga. That's something I've been treated. I've seen Tarenga. 5, les influences de l'islam sur la société. So the influence of Islam on the society. 6, le contraste entre la paix et la stabilité politique du Sénégal en contraste avec son économie. So, the contrast between Senegal's peace and political stability in contrast with its economy. That is also something I've looked at, and I feel about writing about. Encore mes expériences dans la lecture de la poésie de Senghor et son influence sur ma vision de Sénégal. So I've been reading Senghor, and obviously much of his poetry is about his experience in Africa. It's in being in Senegal. It's about Senegal. It's beautiful and how it's rendered and how it renders Senegal. So this is a big influence on me. I read it in French and I try and translate it. Encore un autre point, les talibés. This is something that les talibés. This is something that comes up everywhere I go, and it's also something I feel led to write about. Et encore l'industrie de la pêche et le pêcheur. So the fishing industry and the fishermen. Ok, alors j'aimerais ouvrir la parole à une discussion pour inclure des questions et des commentaires, car ce sera une étape utile et importante de mon processus. So at this point, I would like to open up the floor to a discussion, to include questions and comments, as this will be helpful to me and an important step in my process. Merci John de soulever les thèmes qui seront développés dans le cadre de votre séjour sous forme d'essai. Et ces formes d'essai sont, comme il dit, à la fois des essais narratifs et des essais créatifs. Ce sont des points de revue
tel un journaliste qui visite un pays et qui, en même temps, en observant, réfléchit sur des aspects importants. Et je crois que l'environnement dans lequel il évolue à Saint-Louis explique ses préoccupations, que ce soit le fleuve, que ce soit les talibés, que ce soit... J'anticipe sur lorsque vous dites de la stabilité politique et le décalage qu'il y a entre la stabilité politique et l'économie. Nous vivons chaque jour une économie de survie et on se pose la question comment les Sénégalais arrivent à garder la stabilité politique, sociale et culturelle sur un fond de pauvreté. Mais je ne veux pas m'avancer trop. Je vais donner la parole à notre ami Louis Camara, qui nous a fait l'amitié d'être le discutant de une première réflexion, une première amorce dans le cadre de cette conversation. Et il va ouvrir les champs de discussion et puis nos amis, soit dans la salle ou ailleurs, pourraient prendre la parole pour en même temps apporter leur contribution. Louis Camara. Merci, cher ami Baker, Babacar Fall. Je vous remercie pour l'honneur et aussi pour la confiance que vous avez placée en moi, en faisant de moi le discutant de cette session, de ce séminaire consacré à la restitution du travail de notre ami John Ellis, que j'ai eu le plaisir déjà de rencontrer, avec qui j'ai eu quelques discussions. Le plaisir est d'autant plus grand pour moi que, ayant déjà été informé du démarrage de cet institut d'études avancées en plein cœur de l'île de Saint-Louis, je m'étais d'emblée intéressé à la démarche et aux problématiques qui seraient posées, bien sûr, au cours des diverses sessions et colloques qui y seraient organisés. L'Institut d'études avancées, comme je l'ai dit, est situé en plein cœur de Saint-Louis, sur l'île de Saint-Louis, à la pointe sud précisément, non loin du centre de recherche et de documentation de Saint-Louis. Et cette position privilégiée au cœur même de la population saint-louisienne vient renforcer le dispositif déjà intéressant, éducationnel et intellectuel, déjà mis en place avec la présence de l'Université de Saint-Louis, du Centre de recherche et de documentation de Saint-Louis, des diverses écoles et secondaires et primaires qui sont nombreuses à Saint-Louis et qui font de cette ville la deuxième ville scolaire et peut-être même la première ville intellectuelle qui c'est du Sénégal. Et le fait d'avoir choisi Saint-Louis est, à mon avis, tout à fait judicieux. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a déjà été dit sur Saint-Louis pour ne pas tomber dans la redondance, bien sûr, peut-être juste survoler ce qui a déjà été dit ça et là sur Saint-Louis. D'abord, rappeler son passé historique prestigieux. Tout le monde sait, bien sûr, que Saint-Louis a joué un rôle historique de premier plan, non seulement au Sénégal, mais d'une manière générale en Afrique de l'Ouest, puisque cette ville a été pendant plus d'un siècle capitale d'empire, puisque c'est à partir d'elle que l'empire colonial français d'Afrique de l'Ouest, qui s'étendait du Sénégal jusqu'aux rives du Congo, était
administrer. Donc, rôle historique très important qu'elle a certes perdu par la suite, n'est-ce pas, mais qui fait quand même d'elle un lieu de mémoire absolument intéressant. Ce rôle de tête de pont de la pénétration française, de la colonisation française, a fait de Saint-Louis, évidemment, un espace de déploiement de la colonisation, bien sûr, française, qui ne s'est pas faite, bien sûr, avec des fleurs, mais avec des armes et des canons, évidemment, puisque toute colonisation est une entreprise de violence, n'est-ce pas? Mais pas que, puisque à côté de cela, il y a eu aussi la pénétration de la culture française au Sénégal et dans les colonies africaines de la France. Et Saint-Louis, à ce niveau, a joué un rôle fondamental, puisque l'ambition de la France, pays jacobin s'il en fut, était d'étendre sa culture à tous les espaces où elle s'était déployée, notamment en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, évidemment, il fallait créer une logistique, des écoles, des instituts, des lycées, etc. Et de ce point de vue, Saint-Louis a été un des premiers lieux où l'essaimage de la culture et de l'éducation française se sont opérés, avec notamment la création, dès la fin du XIXe siècle, de l'école primaire des fils de chefs ou des fils d'otages, comme on l'appelait au début, et l'inoculation, excusez-moi du terme qui est peut-être un petit peu difficile à dire, mais je pense que d'une certaine manière, il est exact, puisqu'il s'agissait d'inoculer la culture, la civilisation, la langue française à ces, entre guillemets, ces indigènes, ces pauvres noirs qui étaient évidemment à l'époque considérés comme des sous-hommes. Et c'est ainsi qu'est née cette culture, ce que j'appellerais cette culture saint-louisienne, qui est née de la rencontre de la culture française venue par la colonisation, mais qui n'est évidemment pas tombée en terrain vierge, puisqu'il existait évidemment ici une civilisation antérieure, qui était une civilisation négro-africaine, elle-même qui était déjà bien mélangée avec un autre courant de civilisation qui était la civilisation arabo-berbère par le biais de la religion musulmane. Donc Saint-Louis, vraiment à la croisée des chemins, à la croisée de tous les chemins, même d'un point de vue géographique, si on examine bien le terroir saint-louisien, qui se trouve vraiment dans une position de carrefour entre le désert et la savane africaine, n'est-ce pas? Saint-Louis est peut-être le dernier point de passage quand on sort de ce qu'on appelait communément l'Afrique noire pour aller vers le Sahara et le Maghreb. Donc, point de jonction entre l'Afrique noire et, entre guillemets, l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche. Tout ça fait de Saint-Louis une ville multiculturelle, une ville de rencontre, une ville de métissage, où il n'est pas étonnant de voir de multiples traditions venues de tous les coins de la planète se rencontrer, fusionner, se mélanger et créer encore de nouvelles ouvertures. Il est heureux donc que l'Institut d'études avancées ait choisi notre ville pour s'installer et développer sa stratégie. Je vois d'ici, je ne vois pas bien, il faut que je porte mes lunettes, déjà un programme très ambitieux. L'ambition
de l'Institut d'études avancées est de tisser la natte sur laquelle les intellectuels et les professionnels africains doivent s'asseoir pour penser l'Afrique et le monde avec des concepts appropriés. Telle est l'ambition de l'IEA, de l'Institut d'études avancées. Mais cette ambition ne s'arrête pas exclusivement à l'Afrique, elle est ouverte sur le monde, parce qu'évidemment, cela se comprend et se conçoit aisément. L'Institut d'études africains a également pour credo ce fameux slogan de notre premier président de la République, le président poète Léopold Sédar Senghor, l'enracinement et l'ouverture. L'ouverture étant extrêmement importante aussi dans la philosophie de l'IEA. Je m'avance peut-être un peu, je crois que c'est un peu audacieux de ma part, puisque je suis un petit peu néophyte, c'est la première fois que je viens à l'IEA, mais je pense que j'en comprends déjà l'esprit. Et c'est donc dans ce cadre que notre invité, John Ellis, écrivain, a été convié à faire un séjour ici, à Saint-Louis, un séjour d'études qui doit lui permettre de produire un ouvrage dans lequel il fera part de ses expériences, de son expérience née de sa rencontre avec le terroir saint-louisien, avec les habitants de la ville de Saint-Louis, avec la culture sénégalaise et africaine, n'est-ce pas? Jeune Américain qui a déjà vécu en Afrique, il n'est pas en terra incognita puisque durant son adolescence, comme il nous l'a expliqué lui-même, il a grandi au Libéria, donc il a déjà un avant-goût de ce que c'est que l'Afrique. Mais il l'a bien précisé également, il saisit très bien les nuances et les différences qui existent entre les divers pays et les diverses cultures africaines. Hein, l'Afrique, ce n'est pas un magma confus comme ça, constitué de pays accolés les uns aux autres comme ça, de briques et de brocs, mais l'Afrique est un espace où il y a des entités bien délimitées, des cultures précises, n'est-ce pas, qui se complètent certes, mais qui sont également différentes dans leurs identités et dans leur vision du monde. Et John a choisi de venir au Sénégal pour les raisons qu'il a également un petit peu explicitées. Et particulièrement, il a choisi la ville de Saint-Louis. Et évidemment, le lieu idéal était l'Institut d'études avancées, auquel il a pu avoir accès à travers la personne de Babacar Fall Baker, qui lui a ouvert grandement les portes. Et avec l'aide de la bourse Fulbright, il est ainsi amené à faire un séjour de quelques mois à Saint-Louis qui lui permettra en tout cas de formaliser ses expériences et sans doute de produire un ouvrage qui vaudra tout son pesant intellectuel. Je voudrais féliciter John pour le courage qu'il a eu de nous faire son exposé en français, un français, cher ami, qui, sans vouloir vous jeter de fleurs, a été tout à fait compréhensible. Je crois que tout le monde a compris les propos que vous avez tenus ici. Hein. Je dirais qu'ils ont été même limpides et que nous avons très bien compris votre démarche et votre manière de travailler. Vous nous avez parlé de creative essay. Je ne sais pas si le terme existe en français. Essai créatif peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un genre qui est à cheval entre la création littéraire et l'essai sociologique ou anthropologique, je ne sais point, puisque vous faites des enquêtes sur le terrain, vous adressez aux personnes, vous promenez dans les rues de la ville, vous tâtez le pouls de la ville, et cela vous a permis déjà de dégager quelques axes de travail qui vont conduire votre recherche et
durant votre travail final, durant votre séjour à Saint-Louis. Alors, je ne voulais pas être trop long puisque je pense qu'il y aura des intervenants qui vont vous poser donc des questions probablement intéressantes. Je voudrais au passage saluer certains amis qui ont été cités, comme Madame Annie Jouga, qui est l'adjointe au maire de Gorée. Je vous salue bien, Madame Jouga. Je salue également Monsieur Sidibé Abidjan, Madame Khadija Toussaou et tous les autres. Peut-être avec une mention particulière à Annie Jouga qui est à Gorée, parce que dans l'histoire aussi, il y a eu cette relation particulière, privilégiée, entre l'île de Gorée qui était aussi un bastion de la colonie française, et Saint-Louis, n'est-ce pas? Saint-Louis et Gorée, dans l'histoire, ont toujours été considérés comme des jumelles, n'est-ce pas? Et dans la tradition sénégalaise, la tradition des signares, des métis, les mariages se sont souvent faits de manière endogame. Il y avait des mariages entre les Goréens et les Saint-Louisiens, et il y a une espèce d'endogamie, à la limite même conservatrice, n'est-ce pas, qui permettait de conserver les traits caractéristiques d'une culture négro-africaine et judéo-chrétienne, n'est-ce pas, qui voulait se préserver peut-être un petit peu de l'influence un peu trop forte peut-être de l'islam qui était prédominant déjà à l'époque. Donc Saint-Louis et Gorée, des cousines, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un point peut-être intéressant, qui sera peut-être intéressant pour John d'explorer. Et toujours en revenant un peu sur la culture saint-louisienne, dire que la culture saint-louisienne, ce n'est pas seulement la culture matérielle, celle que nous voyons à travers le patrimoine bâti, l'architecture de Saint-Louis, qui ont fait que finalement cette ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi un patrimoine immatériel extrêmement intéressant. Et au cœur de ce patrimoine immatériel, il y a évidemment la littérature, la production intellectuelle littéraire, qui fait que Saint-Louis est aujourd'hui l'une des rares villes au Sénégal, même en Afrique, et peut-être même dans le monde, où l'on trouve un corpus littéraire qui lui soit vraiment spécifique. Corpus littéraire créé par des écrivains venus de tous les horizons, aussi bien des Saint-Louisiens que des Sénégalais d'autres origines, que des Africains et des Européens. Tout le monde a écrit, enfin, je dis tout le monde, beaucoup d'écrivains ont été inspirés par Saint-Louis, et je crois que John se situe dans cette lignée, puisqu'il va probablement nous offrir un livre de haute facture, nous l'espérons en tout cas, et nous allons l'accompagner et nous l'encourageons à atteindre cet objectif-là. Voilà, donc John, je vais laisser la parole aux autres participants pour une discussion et des questions qui ne manqueront certainement pas de vous être posées. Thank you very much. I'm sorry for my bad English. J'aurais aimé traiter la langue de Shakespeare avec plus de maestria, mais enfin, c'est comme ça. Je pense que ça aussi, c'est un point qui sera intéressant plus tard, un point de prospective pour l'Institut d'études avancées. Cette dualité des langues, nous sommes dans une zone où il y a des pays francophones et des pays anglophones. Je crois que dans le futur, il s'agira aussi de développer ce partenariat entre les langues anglaises et françaises qui sont prioritaires, mais aussi avec les langues africaines dont il est question aujourd'hui, de revitaliser par une production intellectuelle et littéraire spécifique. Voilà, cher John, je pense que je vais remettre le micro à Babacar, en m'excusant d'avoir été peut-être un peu long, mais je pense qu'il fallait éclaircir un petit peu certaines choses pour passer à la suite. Merci. Merci. Merci Louis Camara pour ces réflexions inspirantes. Nous avons des collègues qui sont là. Nous avons également
des collègues qui sont en ligne. Annie Juga voulait réagir à l'invitation de Louis Camara sur les similitudes, la complexité entre Saint-Louis et Gorée, et également par rapport à l'héritage immatériel de ces deux cités, et peut-être attirer l'attention de notre collègue John sur l'importance de ce patrimoine immatériel dans ces différents essais. Annie? Oui, bonjour à tous. Bon, moi je considère personnellement, d'abord je voulais féliciter l'Institut pour avoir organisé ce séminaire, les initiatives Caturant. J'étais curieuse de participer d'écouter en tout cas, d'écouter John sur, quand j'ai vu le titre, m'a bien plu. Et j'ai juste perdu un morceau de ce qu'il a dit, et j'ai bien compris qu'il va travailler et fournir un travail sur Saint-Louis, la beauté de Saint-Louis, ses habitants. On va revenir à ce que disait Luc Camara, que je salue. Moi, je considère que Gorée, c'est, on va dire, la petite sœur. La petite sœur qui est là, qui a bénéficié de l'aura de Père en Sœur Saint-Louis, et qui aujourd'hui a pris aujourd'hui depuis plusieurs temps, a pris un envol. Et il y a toujours des regards croisés à tous les niveaux, Je ne vais pas en rajouter plus que ça, puisque j'ai affaire à des historiens, qui savent mieux que moi de quoi il s'agit. Si j'ai une chose qui m'interpelle et qui m'intéresse, c'est que peut-être que le regard de John est un regard extérieur. Peut-être que ce regard-là va nous permettre de mettre le doigt, sûrement certains d'entre nous l'avons déjà dit, sur la fragilité de, on va dire, cette beauté-là, en général, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Et c'est vraiment le travail de... Je suis curieuse d'avoir l'aboutissement de ce travail-là, justement pour ça, de cet œil extérieur, parce que les fissures, elles sont là, hein, on les sent, hein, elles sont là. Et il faudrait qu'on soit très très fort, qu'on réagisse très vite pour pouvoir consolider tout ça et faire en sorte qu'on garde notre patrimoine matériel et immatériel, qu'on le garde, qu'on ne le fossilise pas, mais qu'on le fasse rentrer dans le XXIe siècle, qu'on le fasse, voilà. C'est à ce niveau-là que le travail de John m'interpelle et je suis toute à l'écoute. Merci Annie, oui, pour ces réflexions très profondes. Je crois que vous avez raison d'attirer notre attention sur, et en même temps l'attention de John aussi, sur la fragilité de ce qui constitue aujourd'hui ce qui apparaît ici comme les beautés de Saint-Louis, mais en même temps la fragilité, parce que vous avez avec l'œil de l'observatrice, vous constatez les fissures, vous constatez aussi la tendance au dépérissement de ce patrimoine matériel et immatériel, et il est important que l'alerte soit sonnée pour pouvoir permettre de pouvoir en tirer les conséquences en direction des décideurs, des directeurs au niveau central, mais également des décideurs au niveau local. John, tu veux réagir? OK. Merci à tous pour les recommandations. Merci Louis Camara pour la note.
Thank you for everything that you mentioned and reiterated. And Annie, je pense que I think you were specifically mentioning the environmental degradation. Did I have that correct? Is this right? Yeah. So, and this is you are absolutely right. This is a really great point. C'est plus important. C'était très important parce que tous les articles dans l'internet, dans ma recherche, in my research, almost everything that avec le Google, that I Google, the first thing that comes up is the potential for environmental degradation en Saint-Louis. But this is something that had kind of escaped me up till now, so I really appreciate you mentioning that too. In addition, encore, est-ce qu'il y a les autres personnes qui connaissent les écrivains dans le Sénégal qui est plus important, ou les livres? So, writers or books that you think I should read. By default, Senghor, c'est le premier pour moi. Mais toutes les personnes connaissent Senghor. But I thought one of the other ways, besides my speaking with all of you, it's to read about Senegal, but also read the literature of the Senegalese poets and writers. Does anybody have any feedback on this? Any thoughts? Parce que from one writer to another, the input of that writing, it seems important. And with the literary tradition, the tradition de je ne sais pas, la tradition et pratique littéraire et artistique en Sénégal. Sénégal est qu'est-ce que c'est? A leader, a literary and intellectual leader of West Africa. An educational leader in many senses. So I want to make sure that is something I understand. So if anybody has any feedback on the right people to read, I want to make sure that I read that too. I read a multitude, not just Senghor, because everybody knows Senghor. Merci. Je pense que Luc Camara a mentionné, peut-être sans trop les citer, les écrivains qui ont écrit sur Saint-Louis et qui devraient être des éléments de référence. Un des plus connus, c'est Ousmane Socé Diop, il est de Rufisque, mais qui a écrit des pages qui sont devenues immortelles sur Saint-Louis, considéré comme le centre d'élégance. Et cela fait part de ces beautés, mais de ces beautés qui sont en péril, comme nous a dit, nous a attiré notre attention Annie Jouga. Nous avons également des écrivains de Saint-Louis comme Malick Fall, qui a écrit La Plaie et qui décrit l'environnement de Saint-Louis. Et pour moi, avec l'arrivée des ruraux, des gens qui viennent de la vallée du fleuve Sénégal, le héros de Malick Fall, Magamou, est le prototype de ce que j'appelle un peu les naufragés de la ville. Mais nous avons également Aminata Sow Fall, et tout récemment nous avons aussi l'écrivain Moumar Gueye, qui est de Saint-Louis, qui vient de nous faire une belle
œuvre sur les violences basées sur le genre, et la pièce sera présentée à Saint-Louis. Je pense que quand le calendrier sera connu, on vous tiendra informé pour que vous puissiez effectivement pouvoir partager cela. Mais je crois que probablement Louis Camara est mieux placé que moi, mais nous avons également aussi nos collègues qui viennent de nous rejoindre, et qui pourraient être intéressés à réagir, à vous donner des orientations. Parce qu'il faut le dire, John est au début de son projet, n'est-ce pas? Donc il fait une invitation pour qu'on attire son attention sur les écrits dont tu dois prendre connaissance pour pouvoir mieux réfléchir sur ces matériaux, prendre ces matériaux, réfléchir, et nous aurons l'occasion, à la fin du séjour de John, d'avoir maintenant des textes, ces essais sur Saint-Louis, et effectivement, ce sera l'aboutissement de ce projet, et bien sûr, ça n'engage que l'auteur lui-même, mais ce qu'il est en train de vouloir construire tout un processus en s'appuyant sur un collectif. Et c'est ça le sens de la réflexion que nous avons initiée cet après-midi. Je pense que pour John, il est question à présent d'alimenter sa réflexion et son travail d'écriture par des lectures tout à fait ciblées et appropriées. Bien sûr, nous n'allons pas tomber dans une espèce de démarche réductionniste en nous arrêtant uniquement aux écrivains de la ville de Saint-Louis et en omettant de parler des écrivains sénégalais en général, n'est-ce pas? Mais compte tenu du fait qu'il séjourne dans cette ville et que son terrain de recherche se trouve ici, je crois qu'il serait peut-être prioritairement intéressé par la production endogène parce qu'elle existe, n'est-ce pas? Et une production de qualité. Baker, vous avez cité quelques ouvrages clés qui, à mon avis, doivent être impérativement lus par John, à savoir Karim, un roman éponyme de Ousmane Socé Diop, qui est à la fois un document historique et une œuvre littéraire, parce que dans Karim, sont retracés est retracée une vision du Saint-Louis de l'entre-deux-guerres. Karim se déroule, c'est l'histoire d'un jeune dandy saint-louisien des années comme je l'ai dit, d'entre les deux guerres, et de son idylle avec une jeune Saint-Louisienne, et donc une description des mœurs et coutumes qui avaient cours dans le milieu saint-louisien africain, et tout ça porté par un personnage intéressant dans la mesure où c'est quelqu'un qui était déjà bien imprégné de culture occidentale, puisqu'il avait été à l'école jusqu'à un certain niveau, qu'il était même commis aux écritures dans une maison de commerce. Les maisons de commerce ont joué un rôle extrêmement important dans le développement économique de Saint-Louis, mais en même temps, quelqu'un très ancré dans sa tradition, comme nous avions parlé tout à l'heure d'enracinement. Il y a des passages extrêmement intéressants, par exemple celui où l'on voit Karim aller à l'attaque quand il va faire la cour à sa dulcinée. Il est accompagné de toute une troupe de troubadours, de griots qui chantent les louanges de sa famille, n'est-ce pas? Voilà, il est vêtu de ses plus beaux atours, et on montre comment à l'époque les jeunes gens allaient faire la cour, parce que la fille ne se déplaçait pas de chez elle. Quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a là des éléments de comparaison extrêmement intéressants. Voir comment les jeunes gens aujourd'hui font la cour aux jeunes filles et les différences. L'autre roman intéressant cité par
Baker, et que je pense que vous devez lire également, c'est La plaie. La plaie qui est d'ailleurs traduit en anglais sous le titre The Wound. La plaie, qui est un roman extrêmement important. On parle beaucoup d'un autre grand roman. Bon, loin de moi l'idée de faire des comparaisons abusives, mais je pense que, bon, c'est l'histoire littéraire qui est ainsi faite. Parfois, il y a des injustices qui sont faites à l'égard de certains ouvrages. Injustices relatives, évidemment, parce que ces ouvrages ne sont pas bien connus du grand public, du lectorat, ils ne sont pas très lus par la critique littéraire. On a même l'impression qu'ils sont snobés. Et c'est le cas de La plaie. La plaie est un très grand livre, une très grande œuvre romanesque, n'est-ce pas, avec vraiment une écriture résolument moderne, n'est-ce pas, des trouvailles thématiques extrêmement intéressantes, n'est-ce pas, une manière d'écrire tout à fait nouvelle, inaugurée par Malick Fall. On a beaucoup parlé de Amadou Kourouma et de son usage de la langue africaine pour écrire son roman français, mais ça avait été déjà expérimenté par Malick Fall. Quand on lit Malick Fall, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui parle en dessous de son discours français. Il y a cette langue wolof dont il est natif, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de proverbes qui sont traduits, parfois même mot à mot, et qui ajoutent vraiment quelque chose de très succulent et de très particulier à ce roman. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que Malick Fall s'est lancé dans des audaces stylistiques inédites, n'est-ce pas, à l'époque, et thématiques aussi. Il s'attaque à beaucoup de thématiques qui seront développées plus tard, le thème de la colonisation, de la néocolonisation, de l'indépendance, de l'assimilation, de l'acculturation, tout ça, ça se trouve dans La plaie et souvent de manière très métaphorique, ce qui fait qu'au total, nous avons une œuvre pas très très volumineuse, mais une œuvre très très dense. Donc c'est une œuvre que je vous recommande aussi. Je pense que peut-être ce serait avec profit que vous pourriez rencontrer des écrivains qui résident à Saint-Louis. Nous en avons un en face de nous, Cheikh Diarra. Babacar a cité tout à l'heure le colonel Moumar Gueye qui doit venir présenter un de ses ouvrages mis en scène au théâtre. Il y a d'autres écrivains qui résident à Saint-Louis et je pense que ce serait peut-être intéressant d'avoir des conversations avec eux pour faire une opinion de ce qu'est la production littéraire et l'esthétique littéraire au niveau de Saint-Louis, sans évidemment écarter le reste du Sénégal, bien sûr. Voilà, donc c'est une recommandation que je voulais vous faire. Mais j'ai juste une petite question à vous poser à propos de la forme que vous allez donner à votre futur ouvrage, parce que vous nous avez parlé de Creative Essay. Oui. Mais je ne sais pas si le terme existe en français. Essai créatif. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler personnellement. C'est vrai que j'avoue que je ne suis pas un critique littéraire, mais je ne sais pas si quelqu'un a une opinion là-dessus. C'est peut-être un genre qui est à la croisée entre l'écriture de fiction littéraire et l'essai sociologique et anthropologique. Peut-être, oui. Ouais. Oui. D'accord. Ouais, ça peut être très, très intéressant comme ça. Nouveauté. Oui. Voilà, d'abord, je voudrais présenter mes excuses par rapport au retard. Je viens d'étranger à la maison. Alors, cela dit, moi, je n'ai pas encore entendu le nom de Tita Mandelo. J'ai l'excuse peut-être du retard, qui a été également Grand Prix du chef de l'État, au même titre que Louis Camara. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le patrimoine culturel immatériel. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de contes, mythes et légendes liées au fleuve. Et aujourd'hui, Saint-Louis, c'est une ville d'eau. Et on ne peut pas parler de Saint-Louis sans évoquer justement ce génie qui est Mam Koumabang. Je crois que lui a beaucoup travaillé sur les contes et il me semble que c'est un élément extrêmement important. C'est vrai que de manière endogène, on peut parler d'une littérature saint-louisienne, mais je crois que
il y a également la place de Saint-Louis dans la littérature. Beaucoup d'écrivains qui ne résident pas à Saint-Louis vous avez parlé de... vous avez cité un certain nombre d'écrivains qui ne sont pas des Saint-Louisiens, mais vraiment dont leur ouvrage porte sur Saint-Louis. Donc moi, je voudrais attirer particulièrement l'attention de M. John sur le patrimoine culturel, sur le patrimoine immatériel. Et d'ailleurs, je pourrais lui transmettre un travail que nous avions fait à l'époque, parce qu'on a l'agenda culturel régional. D'ailleurs, c'était une des recommandations fortes du chef d'État quand il était ici à Saint-Louis pour présider le conseil interministériel délocalisé. Voilà. Donc, entre autres recommandations sur Saint-Louis, il avait demandé qu'on élabore l'agenda culturel. Et il y a aujourd'hui un agenda qui est là, mais qui est extrêmement fourni, particulièrement dans son aspect, en le cas immatériel. Donc, le dernier point que je voulais un peu évoquer, c'est... alors ça, je l'ai un peu perdu. Bon, là, enfin, je vais revenir peut-être sur ça. Mais vraiment, le patrimoine fleuve est extrêmement intéressant sous l'angle des contes, mythes et légendes. Voilà, je vous remercie. Vous vous présentez aussi? Ah oui, moi c'est Moustapha Ndiaye. Je suis le gestionnaire du site de l'île Saint-Louis, ancien directeur du Centre culturel régional de Saint-Louis. Et même par rapport à Madame Jouga, c'est bien ça. C'est vrai qu'il y a le patrimoine qui est en péril, qui était en péril. Mais il y a un important programme qu'on appelle le programme de développement touristique aujourd'hui, qui est venu vraiment apporter du sang neuf au développement, le cadre de cette ville-là. Donc c'est vrai qu'il y a là, le comité du patrimoine mondial avait tiré sur la sonnette d'alarme, mais il faut dire aujourd'hui nous avons un programme, un important programme, qui est le programme de développement touristique, qui est venu apporter une réponse assez intéressante pour le renouveau en le cas urbain. Voilà, merci. Une question. Une question. C'est juste pour lui poser une question. Comment peut-on avoir accès à l'agenda culturel de Saint-Louis? Mais c'est disponible. Moi, je l'ai pas dans ma machine, je pourrais vous transmettre cela. Et c'est disponible surtout au niveau du centre culturel. Au niveau du centre culturel. C'est moi qui avais un peu présidé à ces travaux. Alors, j'étais à l'époque directeur du centre culturel. Mais les documents sont disponibles. Merci. Merci, Babacar. Bon, je m'en voudrais de ne pas plonger dans le fleuve. Oui, je me présente, c'est vrai. C'est Ababacar Gaïfal. Bon, on m'appelle Babs. Parce que lui, on l'appelle Beke, quoi. Hein? Babacar Fall. Voilà, c'est ça. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la communication de John. C'est toujours intéressant de voir comment un regard extérieur, et qui a choisi de venir faire une sorte d'immersion pour essayer de, parfois même nous montrer à nous des facettes de notre propre environnement que nous ne pouvons pas percevoir tout de suite. Et je rebondis juste sur la préoccupation de Annie, la question de la fragilité. Je crois que c'est une question qui interpelle Saint-Louis dans son ensemble, dans tous ses aspects. C'est la question de la conservation de l'écosystème qui peut permettre de durablement, disons, sauvegarder toutes les formes de patrimoine. Alors, c'est juste pour dire à ce niveau que ma première réflexion, c'est celle-là. Quand on se promène dans l'île de Saint-Louis, et qu'on avait connu l'île de Saint-Louis il y a 30 ans, 40 ans, on a l'impression qu'il y a une seconde vie et qu'il y a une tendance au dépeuplement de ce qui est considéré comme étant un peu le cœur de ce dispositif colonial qui est l'île. Alors, à partir de ce moment-là, la question qui suit, c'est quoi? L'habitant de Saint-Louis, parce que vous avez parlé de Saint-Louis et de ses habitants. Quelle est l'identité de cet habitant-là? Est-ce que c'est Saint-Louisien dont parlent si bien Saussé et les autres?
qu'est devenu ce Saint-Louisien-là en termes de patrimoine immatériel sur tous les plans, vestimentaire, culturel, comportemental. En dehors de peut-être des îlots de résistance, je pense à Guet-Ndar. Nous avons fait un colloque sur Guet-Ndar il y a moins d'un an, mais il y a une richesse extraordinaire et insoupçonnée de patrimoine immatériel dans cet écosystème particulier et qui a attiré l'attention des chercheurs du monde entier. Lorsque nous avons fait notre communication sur Guet-Ndar, on a été étonnés de voir que la question intéressait des chercheurs du monde entier, du Canada, qui sont dans les universités américaines, européennes et africaines et qui sont intervenus sur la question de Guet-Ndar. Ça veut dire que donc là, il y a quelque chose un terrain de recherche dans lequel certainement John pourra davantage creuser pour voir des choses qui peuvent l'inspirer. Aujourd'hui, la ville s'étend. C'est son hinterland sur tous les côtés. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau type de Saint-Louisien? Et que ce type de Saint-Louisien, quelle est sa nouvelle référence en dehors de quelques éléments de nostalgie? Je pense à un patrimoine qu'on essaie de sauvegarder et de revivifier. Certainement, vous en avez entendu parler, c'est le fanal. Le fanal de Saint-Louis et tout ce qu'il y a autour. Mais au-delà du fanal, cette littérature orale non écrite, ces chansons, je pense que pour un chercheur, il faut aller voir, enregistrer ces chansons-là. Essayer de les traduire pour voir en quoi elles sont intéressantes d'un point de vue, disons, de la prose, comme vous dites. Ça, c'est juste une brèche qui peut être ouverte, à mon avis, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur des questions comme ça. En dehors de faire de manière assez nostalgique des Takusanundar avec un certain nombre de trucs vestimentaires, des chansons et tout, ça apparaît plus comme des éléments de musée que des éléments dynamiques aujourd'hui. Quelle est la dynamique de préservation et de conservation de ce dynamisme culturel de la ville de Saint-Louis? Quelles sont les manifestations culturelles qui survivent encore à Saint-Louis et qui peuvent attirer un monde extrêmement important en termes de tradition? Voilà quelques questions comme ça au hasard, chez le modérateur, que m'inspire Saint-Louis. Chaque fois que je suis à Saint-Louis, je revis. Mais une dernière chose, il faut te projeter aussi. La ville, la ville est en train d'avoir une nouvelle perspective historique et qui risque d'être accélérée. On s'est posé la question de savoir, mais pourquoi un nouvel aéroport international à Saint-Louis? Pourquoi une autoroute pardon, qui coûte des milliards de francs? Pourquoi on a attendu juste maintenant pour faire ce truc-là rapidement entre Dakar et Saint-Louis? That is the question. Vous savez, dans le roman de Socé, Ousmane Socé, il y a des passages qui sont devenus, disons, tellement, caractéristiques, bien rendues de la ville de Saint-Louis. Il a vu, il a dit tout à l'heure, c'est entre les deux guerres, il a dit, et puis l'après-guerre, entre 1945 et 1960, cette perspective de Saint-Louis et le dépérissement de Saint-Louis. Parce qu'il dit bien, Saint-Louis du Sénégal, vieille ville française, centre d'élégance et du bon goût sénégalais. Mais de nos jours, avec la concurrence des villes jeunes comme Dakar, Saint-Louis dépérit. Mais on y retrouve. C'est faste cérémonial. La civilisation etc. Vous voyez, donc c'est un carrefour. Ce n'est pas seulement l'influence, coloniale française, c'est également l'influence arabo-musulmane et africaine en même temps. C'est un creuset. Donc aujourd'hui, je dis qu'on a comme l'impression qu'il avait dit Saint-Louis dépérit, mais on peut dire Saint-Louis renaît. Saint-Louis va renaître. Et il y a des projets structurants qui montrent que Saint-Louis va renaître. Et très vite. C'est de ça que je veux parler tout à l'heure. Peut-être que d'autres y reviendront, mais c'est peut-être une perspective. Je crois qu'en littérature aussi, on peut se permettre de
de faire des projections, parce que ça va aller très vite. C'était l'ère, lui c'est l'historien du travail, il sait qu'il y avait l'ère de la gomme, l'ère de l'arachide, mais aujourd'hui, mais c'est le gaz. Et ça va redessiner la nouvelle carte. Merci. Je vais profiter de votre dernière intervention. Alors pour étayer davantage cette importante caractéristique de Saint-Louis qui est une ville cosmopolitique, extrêmement important. Et dans ce sens où Saint-Louis, les populations de Saint-Louis sont peut-être des Wolofs qui viennent du Waalo précisément. Les Waalo sont les premiers habitants de Saint-Louis. Et nous en avons un prototype dans la salle. Il s'agit bien du professeur Babacar Fall, qui nous vient de Gaïa, au cœur du Waalo, et tant d'autres. Bon, mais à côté de ces Wolofs, ils ont été rejoints aussi par les Bamana. Je précise bien, je n'ai pas dit Bambara, mais j'ai dit bien Bamana, parce qu'il y a une nuance extrêmement importante que l'on néglige, mais qui a son importance capitale quand même. Voilà. Donc les Bamana aussi sont arrivés à Saint-Louis, n'est-ce pas, par le fleuve, par les cours d'eau. Voilà. Donc pas à Saint-Louis seulement, mais dans tout le long du fleuve Sénégal. Il n'y a pas un gros village où on ne trouve pas un site Bamana. Il n'existe pas. Oui. Et ça de connaissance. Et à Saint-Louis aussi, il y a des sites qui démontrent la présence des Bamana à Saint-Louis. Aussi bien dans l'île que dans, comment dire encore, la langue de Barbarie, que dans le continent. Dans le continent, par exemple, il y a le village de Sénéfo-Bougou. Sénéfo-Bougou, c'est la demeure des Sénéfo, qui viennent du Mali. Il y a Ngolo-Bougou qui est devenu aujourd'hui Khor. On l'appelle Khor, mais c'est Ngolo-Bougou. Ngolo-Bougou, c'est la case de Ngolo. Voilà. Ensuite, maintenant, quand on traverse le pont, on vient dans l'île. Alors, à la hauteur de la maison d'arrêt et de correction, Louis Camara, je crois que là-bas, on l'appelle Mbambara. Bien, donc Mbambara. Ici, dans le sud, de là où nous sommes, aussi, il y a un quartier Mbambara ici. Il y a une localité qu'on appelle Mbambara. Là où on dit Mbambara, c'était le domicile des Mahonan, quoi. Vous traversez, vous allez dans, dans la langue de Barbarie, Andartout, à la hauteur de l'ancien camp militaire, c'est Mbambara. Bon, dans le Guetndar, dans les 3 quartiers de Guetndar, dans chaque quartier, il y a une partie qu'on appelle Mbambara. Donc c'est pour dire que les Bambana, ils sont arrivés à Saint-Louis très tôt. Parce qu'en général, c'est un peuple de travailleurs qui aiment en tout cas se défoncer. Alors donc à l'époque, il y avait le trafic fluvial. Il n'y avait pas de route qui mène jusqu'au Mali. Donc tous les voyages se faisaient par la pirogue. Le commerce fluvial, n'est-ce pas? Les pirogues n'avaient pas de moteur. Donc, c'était des pirogues qui étaient tirées à corde, et les Bamana étant donnés parfois aussi, c'était des personnes, des gens, et c'est costauds, qui étaient très puissants. Alors, donc, c'est eux qui tiraient sur les cordes jusqu'à Saint-Louis. Au fur et à mesure maintenant qu'ils arrivaient, certains se sont installés en cours de route, mais d'autres sont arrivés jusqu'à Saint-Louis, et maintenant, ils se sont mêlés aux populations Wolof, et dans le Guetndar, un peu partout, tu trouves un gay. On te dit que ce n'est pas gay, mais c'est Sissoko d'origine. Tu trouves un Fall, on te dit que ce n'est pas Fall, mais c'est Koulibaly. Ça, on en trouve énormément à Saint-Louis, à tous les niveaux, je dis bien. Voilà, donc les Bamana aussi, donc, ils ont partagé vraiment, ils ont investi Saint-Louis, à côté des Wolofs. Et aujourd'hui, ils se sont confondus, bien sûr. Voilà, donc avec cette agression culturelle, ils étaient moins nombreux que les Wolofs. Hein, alors, donc, finalement, la plupart d'entre eux, alors donc, ne parlaient plus qu'au Wolof. Ils ont même perdu leur nom d'origine. Donc, ce qui fait que les Koné, les Diara sont devenus des Ndiaye, les Koulibalis des Fall, les Sidibé des Sow, ainsi de suite. On en trouve à Saint-Louis à quantité extrêmement importante.
Voilà, donc je voudrais préciser cela, c'est extrêmement important. Donc c'est à propos du comment j'ai encore voilà, du matériel. Voilà. Donc Saint-Louis, quand même, c'est une ville. Je retiens tout simplement que Saint-Louis est une ville cosmopolite. Voilà. Et ça, il faudra tenir compte de cela aussi, parce que les premiers habitants de Saint-Louis sont les Wolofs, mais les seconds habitants de Saint-Louis sont les Bamana. Et ça, je crois que partout dans Saint-Louis, ça se démontre. J'ai un peu travaillé sur ça, moi-même. Et voilà pourquoi. Donc, je reviens encore un peu en arrière, je m'excuse, pour faire la différence entre le Bamana et le Bambara. Le Bamana, quand le Bambara dit Bamana, c'est-à-dire que un Bamana, c'est un rebelle. Voilà, c'est lui qui refuse, comment dis-je encore, la pression. Il rejette la pression. Alors, donc c'est ça, Bamana. Mais Bambara, maintenant, ça, tu poses la question à Bamana, il ne te dira jamais que je suis un Bambara, mais il te dira que je suis un Bamana. Oui, voilà, je vous remercie. Je voulais juste une parenthèse, poser une petite question à Cheikh à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation aujourd'hui? Parce qu'il y a une acculturation, c'est vrai qu'il y a une population d'origine Bamana, mais aujourd'hui, en 2022, quelle est la proportion de population dans les quartiers Bambara qui parlent encore la langue? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation? Parce que c'est vrai qu'à Saint-Louis, on est en milieu multi-ethnique, c'est un melting pot, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi un lieu d'homogénéisation par la culture et la langue Wolof. Aujourd'hui, tout le monde se réclame de la culture et de l'ethnie Wolof. Les Sow, les Koné, les Diarra, ils sont tous devenus des Wolof. Alors, ça se voit aussi dans le parler, dans les pratiques linguistiques, au niveau des quartiers qui anciennement étaient peuplés majoritairement par des Bambara. À Khor, est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent Bambara? Y a-t-il encore... une question? Oui, c'est une question qui m'intéresse. Voilà, c'est important et je m'offre à vous comme exemple. Babacar me connaît très bien. Moi, j'ai appris le Wolof à l'école. Dans mon quartier, personne ne parlait Wolof. Je me souviens... Oui, Khor. Oui, je me souviens, mon oncle m'a giflé une fois parce que je venais comment j'ai encore... J'étais à Tivaouane avec mon père, mais quand je suis venu à Saint-Louis, alors à Tivaouane, je ne parlais pas Bamana. Mais quand je suis venu à Saint-Louis, chaque fois que je parle un mot Wolof, l'oncle me gronde. Et il est arrivé un moment où il m'a donné même des gifles. Ne parle plus le Wolof ici. Oui, donc là, c'est en ce moment, Khor n'était peuplé que presque que des Bamana, à part le grand-père de Baïke que nous avons réussi quand même à encercler là-bas et l'empêcher de retourner au Wallo, quoi. Oui, c'est lui qui a initié nos grands-parents en Bamana. Tout à fait. En musique, il a raison. Bon, voilà, maintenant c'est là où je voulais en venir. Moi, j'ai des enfants. Mes grands-enfants, les plus âgés, je parle avec Bamana. Mais comme je me suis marié avec une femme qui n'est pas Bamana, un autre a fait comme moi, donc finalement, à nos enfants parlaient le Wolof. Et vous savez que quand la langue que la maman utilise, alors c'est ça quoi. Donc aujourd'hui, mais les plus jeunes, il y en a qui ne comprennent même pas le Bamana. Donc j'ai 3 catégories. J'ai 5 enfants avec qui je ne parle que Bamana. Parce que je ne peux même pas leur parler de le Wolof, parce que c'est une habitude, quoi. On est habitué à ça. Bon, maintenant, ceux qui sont venus après, au fur et à mesure, il y en a qui comprennent, mais qui ne savent pas parler. Et les derniers, ils ne comprennent même pas. Voilà, il y a un de mes enfants qui m'a dit une fois, il était au CM1, il me dit, papa, moi je veux parler Bamana. Je lui ai dit, je vais te chercher un cahier. Et tu vas t'apprendre. Mais cher, voilà. S'il te plaît, est-ce que pour certains, Bamana ne désigne pas la langue? Bamana? Oui. Bamana, c'est Bambara. Ça ne désigne pas la langue? Non. Ok. Non, pardon. Voilà. Hein? Parfois, c'est ça. Non, parfois les gens ils disent, je parle Bamana.
Je parle Bamanan. Bamanan. Bamanankan. Quand? Ah. Bamanankan. Parce que moi, j'ai grandi La à... langue bambara, Non, j'ai grandi... Bamanankan. Voilà, c'est ça, à Bamalankan. Voilà, Voilà, Bamanankan. parce que j'ai grandi aussi au Sénégal oriental, à Tambacounda, oui. où j'étais en 60 à l'école primaire. Oui, tout Et nous, mais on disait Wolofodin. à fait. Tout à fait. On était minoritaires. Fils de Wolof. Voilà, c'était une stigmatisation. Oui, c'est tout à fait. Voilà, c'est ça. On a vécu le contraire aussi. Tout à fait. Bonsoir, c'est Cheikhou Diakité, je suis écrivain. Alors, je voudrais quand même rebondir sur l'aspect que le doyen a relevé. C'est-à-dire que c'est sur le parler. On a parlé du Bamanankan, de Bamanankan faux, celui qui parle Bambara. Comme Sénoufo, celui qui parle le Séné. Oui, celui qui parle le Séné et le Sénoufo. Oui, faux, ça veut dire la langue, le parler. Mais aussi, en fait, je voulais dire qu'à Saint-Louis aussi, on a, et je crois que ça est en train de disparaître, vivement que nous puissions récupérer rapidement ce parler-là, c'est ce que je dis, le parler saint-louisien. La manière dont les Saint-Louisiens parlent, il y a une différence, c'est une isoglosse. Ça dépend. Bon, peut-être par exemple, on me parlera des Lébous, on me parlera aussi, par exemple, des Guendariens. Mais en fait, les Guendariens sont pas trop différents de notre parler. J'entends mes filles, bon, ça me fait mal quand je les entends dire, par exemple, Dadem Kyrgue. Mais le Saint-Louisien ne dit pas Dadem Kyrgue. Le Saint-Louisien dit Dafadem Kyrgue. Voilà, Deidem Kyrgue. Donc ça se traduit du point de vue sémantique, du point de vue, comment on dit encore, lexical. Par exemple, là où nous parlons de Djahato, les autres parlent de Kandja. Oui, les autres parlent de Kandja, Khoulounié, nous disons Khoulounié. Vous dites Khoulounié ailleurs. Oui, les autres, c'est en dehors du Sénégal, en dehors de Saint-Louis. En dehors de Saint-Louis. Hein? Le Wolof en dehors de Saint-Louis. Je veux parler d'une sorte de Wolof saint-louisien. De Wolof saint-louisien. Un Wolof saint-louisien, en fait, qui est l'expression même de la révolte, d'une révolte linguistique par rapport à ce qui s'était passé durant la colonisation. Et en fait, je dis que le créole, si on se rend compte, il s'est toujours développé. Il s'est toujours développé dans les zones iliennes, dans les îles. C'est là-bas que le créole, en général, s'est développé. Or, je pourrais dire qu'en fait, cette façon de parler du Saint-Louisien, c'est un créole avorté. Vous voyez, par exemple, ici à Saint-Louis, on avait ce qu'on appelle les grumettes. Oui, les grumettes. Elles avaient une sorte de Wolof qui était complètement édulcoré, qui avait en fait des relents aussi de français. Hein, elle est de gerbet. Même avec, par exemple, les airs que l'on roulait. Hein, elle est de gerbet. On retrouve cela dans Nini, Mulatresse du Sénégal. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé de cette œuvre-là, mais c'est une œuvre monumentale. C'est une œuvre monumentale qui révèle, en fait, l'esprit de Saint-Louis à une époque, c'est-à-dire là où c'est vu. Le Saint-Louis qui est vu par un colonisé. Ce n'est pas le Saint-Louis qui est vu par le colonisateur. Maintenant, il y a aussi Nafila Saint-Louisienne, que j'ai eu en fait la chance d'écrire. Nafila Saint-Louisienne, que j'ai eu la chance d'écrire. Et là, par exemple, j'ai voulu montrer le Saint-Louis des profondeurs, c'est-à-dire le Saint-Louis de Khunt, le Saint-Louis de Cité Walo Walo, le Saint-Louis de Gendar, où, par exemple, on était en train de voir réellement, on voit réellement comment ces gens-là voyaient Saint-Louis. Parce qu'en fait, dans tout cela, il y a une sorte, je ne pourrais pas dire civilisation, mais en fait, est-ce que je ne pourrais pas parler, je pourrais exactement parler de civilisation, mais on va comprendre qu'il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça se décline sous trois aspects. L'élégance, l'art de s'habiller du Saint-Louisien, l'éloquence, l'art de parler du Saint-Louisien, la courtoisie, l'art de se comporter. Ce sont les trois mamelles. Une démarche saint-louisienne, c'est plutôt la diriyanké. Or, diriyanké, ça veut dire dry yankee. To dry. Dry yankee. Parce qu'en fait, durant la guerre, c'est un terme qui n'est pas aussi lointain que ça, parce que c'est pendant la guerre que lorsque les femmes passaient devant les militaires américains,
Alors, il les regardait ces femmes-là et il les suivait. Soit du regard ou bien, par exemple, il se levait pour les suivre. Et voilà, en fait, il dirait Yankee, moi, Américain. Voilà comment, en fait, bon, ça se traduit. Ce qui veut dire que finalement, le socle de cet élément civilisationnel, c'est bien la manière de parler. C'est bien la manière de parler qui est le socle civilisationnel. Maintenant, en fait, il y a qu'au niveau de Saint-Louis, je peux dire que, en fait, je me suis attelé à chercher à faire des travaux sur d'autres choses, c'est-à-dire l'aspect exotérique de Saint-Louis. Parce que les gens se sont attardés simplement au superficiel, mais au niveau de l'aspect, comment on dit encore, intérieur de Saint-Louis, là, par exemple, remarquez et faites des recherches sur le chiffre 5, vous le retrouverez chaque fois qu'il reviendra sur Saint-Louis. Le chiffre 5 reviendra toujours sur Saint-Louis. Nous sommes ici sur une rue. La rue, c'est la rue là que l'on appelle la rue Bancal. Et pour les Saint-Louisiens, ils parleront de, comment on dit encore, ils parleront de Konyuminbar. Konyuminbar à cause de la mosquée qui se trouve ici. Et dans l'entendement populaire des Sindoniens, ils disent que l'une des portes du paradis se trouve ici. D'autres disent que c'est à Thiem, d'autres disent que c'est au niveau de l'église. En tout cas, il y a 5 portes. Et même, je vous dirais, par exemple, il y a 5 cimetières, il y a 5 ponts aussi. Mais ce qui traduit aussi autre chose. Ça, c'est une autre manière de voir. Comme par exemple, Ndiaye a pu nous dire qu'il y avait aussi une autre manière de voir Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, c'est extrêmement ouvert, où c'est un lieu où les fétiches, les mosquées et les cathédrales s'entrechevêtrent. Voilà, merci. Merci, Cheikh Oudiarité. Nous sommes très honorés de votre présence et de votre contribution. Vous avez signalé Nini Ablaye Sadji, Nini la mulâtresse du Sénégal, qui est une œuvre majeure, qui est l'expression de la culture métisse de Saint-Louis. Et je crois que c'est très important pour un livre sur Saint-Louis. Il y a aussi Régine Bonaldel, qui a écrit Saint-Louis, mort ou résurrection. Et elle oppose ce qu'elle appelle Saint-Louis la coloniale et Saint-Louis l'africaine. C'est comme qui dirait opposer la grande île avec le sort, le continent. Le sort, qui certes est une île en tant que telle, mais qui est surtout perçue comme le continent, il a dit le continent, mais en réalité c'est une île à partir de Khor, c'est ceinturé par l'eau, et ça va aller jusque vers Mamkoumabang, et c'est ça la ceinture du sort qui fait que Sort est effectivement une île, mais c'est représentatif du continent. Et il y a, si vous raisonnez en termes de déclassement, c'est-à-dire de déplacement du centre d'activité et de dynamisme, aujourd'hui, l'activité importante, c'est sur le quartier de Sort, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi quelque chose de très, très, très important du point de vue de la réflexion et du point de vue du regard à apporter. Mais je reviendrai sur l'importance pour vous et pour nous que tu jettes et que tu te promènes souvent à Gendar. Babacar a dit tout à l'heure que Gendar est un quartier particulier par ses populations, par la densité de la population, par le mode de résilience, mais également par cette sorte de mosaïque où sur une étroite bande de terre, il y a les densités les plus fortes au niveau du Sénégal, n'est-ce pas? Mais surtout, comment les gens vivent. Et j'étais frappé par une chose, j'ai lu un article, il dit, c'est une journaliste de Radio Saint-Louis, qui dit qu'il n'y a pas de restaurant à Gendar. Pour traduire simplement l'hospitalité et la convivialité qui fait que si vous ouvrez un restaurant, vous allez faire faillite.
parce que vous n'aurez pas de clients. Hein? Vous allez trouver quelques restaurants dans le nord, dans le sud, ou dans Sor, mais pas dans le quartier de Guet-Ndar, n'est-ce pas? Et quartier de Guet-Ndar, c'est toutes les classes d'âge, mais également c'est l'enchevêtrement entre la vie animale, la vie des personnes, et pour un regard extérieur, pour nous, je crois que ce serait très intéressant pour vous aussi de consacrer un essai sur le quartier de Guet-Ndar. Je voulais ajouter quelque chose, c'est-à-dire lorsqu'on a parlé des champs en général, ils sont ici à Saint-Louis, à Foison, on n'a pas recherché. Par exemple ici, le bâtiment qui est là ici, c'était un ancien restaurant. C'était comment on dit encore, un débit de boisson. Il y avait des gens, c'était des Portugais qui habitaient ici. Alors ces Portugais-là, ils avaient l'habitude de faire travailler les populations, c'est-à-dire de faire travailler les jeunes filles, les ménagères, ils les faisaient travailler et à la fin du mois, ils ne payaient pas. Alors si bien qu'en fait, finalement, ça avait créé une sorte de qui et on prenait de la boisson alcoolisée ici. Les gens dans le quartier en avaient marre, finalement, ils ont concocté une chanson pour ces gens-là. Parce que la chanson aussi au niveau de Saint-Louis avait une fonction. Alors ils disaient en fait, Moussek Madame de Oliveira, parce que c'était des Oliveira. Mais ils ont entraîné le kila, ils ont dit Moussek Madame de Oliveira, on y verra, Hélène Dauna Wachilen. Parce que Hélène a pris des objets dans le qui et elle est partie, c'était la dernière bonne. Ils n'ont pas épargné aussi, dans les chansons, on n'a pas épargné Lamine Gueye, Lamine Delloul, ak sa baraye bu teñ bi, yaa ni woon Guadeloupe sorewul, picc moom boppam garab gu ko neex lay dem. Il y a autant de chansons qui révèlent l'esprit même de Saint-Louis. Quelqu'un a pu dire qu'en fait, pour connaître l'histoire, pour connaître par exemple l'âme d'un peuple, il faudrait d'abord voir ses cimetières, ses marchés et ses chansons. Merci. En dehors de l'agenda culturel, nous avons travaillé sur les expressions les plus significatives du département. C'était même de la région. Et je crois, Mme Gassama, vous y avez travaillé, sur vous, etc. Donc, il y a le parler saint-louisien qu'on avait retenu comme un élément important. Il y a le Thiéboudian qu'on avait également retenu, heureusement qui a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial. Les Djagaba, vraiment, on a répertorié pas mal d'expressions significatives, fortes, identitaires de Saint-Louis. Et même de la région, c'était 30 au total, je crois. Il y a quelques livres sur Saint-Louis que vous pouvez avoir au CRDS. Hein? Au CRDS, il y a des livres sur Saint-Louis et tous ces livres sont au CRDS. Okay. Et je pense que le CRDS devrait vraiment être un lieu de travail pour vous. Madame Gassama est tout à fait disponible à vous accueillir, à vous trouver la place pour vous installer, pour avoir ces livres, pour pouvoir travailler sur ce livre. Très bien. N'est-ce pas? Pas seulement avec les livres, parce que enfin, je voulais acheter par rapport à ça le livre de Sylvain Sankale, j'ai oublié le nom. Oui, donc qui parle de Saint-Louis. Par rapport à votre travail, vraiment, c'est comme si vous avez été, peut-être pas à l'origine, mais en tout cas, si vous avez travaillé avec l'équipe qui a conçu le centre d'interprétation sur le patrimoine qui est actuellement installé au CRDS. Donc vous pouvez passer, pas pour travailler, mais pas pour qu'on vous mette quelque part pour réfléchir ou faire des recherches, mais visiter le musée, visiter le centre d'interprétation. Tous les aspects qui ont été pris en compte sont dans l'exposé que vous nous avez présenté tout à l'heure. La pêche, l'histoire de Saint-Louis avec les colons, le trafic, il y a plein de choses en tout cas qui se trouvent au niveau du centre d'interprétation et que j'ai retrouvé dans votre exposé. Donc si vous avez le temps, je ne sais pas quand est-ce que vous allez repartir, mais si vous avez le temps, ne serait-ce que pour compléter, pour renforcer ce que vous avez dit, passez faire un tour au niveau du centre d'interprétation et vous allez vous retrouver dans ce que vous avez écrit, carrément. Je m'appelle Mohamed Maïga, je suis doctorant en patrimoine et je m'intéresse beaucoup à Saint-Louis parce que je suis tombé amoureux de la ville, ça me fait 6 ans et il y a des aspects quand même. Je suis malien d'origine, je suis natif de Tombouctou,
Je travaille d'ailleurs sur le patrimoine de Tombouctou. Il m'arrive souvent pas de comparer, mais de considérer que c'est complémentaire par rapport à ce que Alhaji Oumar a fait au Mali jusqu'à dans le nord du Fouta. Je voudrais, le professeur avait dit quelque chose de très important au-delà des livres. Il vous a dit de faire des balades. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à Saint-Louis. Mais qu'est-ce que c'est la balade Wandering. Voilà, c'est plus mieux pour pouvoir bien vous appréhender, entre guillemets, de la ville, pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a une grande mutation qui se passe et il faut regarder souvent les anciennes images, les comparer aux images actuelles. Vous pourrez encore avoir plus d'idées, plus épistémologiques par rapport à ce que vous écrivez que les livres. Les livres parlent, c'est vrai, mais si vous vous baladez, vous allez encore prendre beaucoup de choses. Juste à côté ici, par exemple, la place Faidherbe, vous prenez, il y a 3 ans, 4 ans, ce n'était pas comme ça. Donc, il faut être à Saint-Louis pour savoir ça. Voilà. Où est-ce qu'on a mis la statue de Faidherbe? Bon, nous, on sait là où elle est. C'est ça. Saint-Louis, c'est également les balcons, c'est les cabanes. Il faut marcher. Saint-Louis, c'est également une ville religieuse. Et beaucoup n'en parlent pas. On se souvient des 2 grands rakats de Cheikh Ahmadou Bamba et surtout des Dara. Ça aussi, ça fait partie de l'identité de Saint-Louis, que souvent les gens ne voient pas. En marchant, vous allez voir des gens qui sont en train de réciter le Coran, ils apprennent. On les recommande même de venir à Saint-Louis pour ça. L'autre aspect, c'est par rapport aux gestionnaires. Nous, on est en train de voir les spécialistes du patrimoine. On veut quand même que Saint-Louis soit au-delà d'un site culturel, un site naturel aussi, c'est-à-dire mix. Parce que c'est une île qui a été créée avant que le colon ne vienne. C'est Dieu qui a fait Saint-Louis d'abord, la nature. Et ce côté souvent patrimoine nature, on n'en parle pas. Et je voudrais bien que le gestionnaire considère ça comme une sorte de recommandation, de conduire un dossier à la session du comité du patrimoine mondial pour transformer le statut de Saint-Louis en site mixte, c'est-à-dire culturel et naturel à la fois. Naturel parce que c'est une île, naturel parce qu'il y a l'embouchure, naturel parce qu'il y a la mer, naturel parce qu'il y a des aspects qu'on est venu trouver ainsi. C'est parce que Saint-Louis est belle naturellement d'ailleurs que le colon en a décidé d'en faire sa capitale à l'époque coloniale. Donc tous ces aspects-là, c'est bon souvent de les faire sortir et je vous conseille encore de balader, de marcher. Vous allez encore apprendre plus, comme dans les livres également. Merci. Et là, je m'adresse au gestionnaire de la ville. Une question précise à propos de la transformation de la place Faidherbe, qui est décriée par, je crois que je ne vous apprends rien, l'ensemble de la population de Saint-Louis. Hein. Franchement, les gens ne sont pas contents du sort qui a été fait à la place Faidherbe et de la mise à l'écart de la population dans les prises de décision. Je pense qu'une ville aussi, c'est un patrimoine commun. Ça n'appartient pas à Jean-Paul, à M. le maire ou Tartampion. C'est un bien commun. Je pense que la gestion, elle doit se faire aussi de manière concertée. Je crois que si au niveau de la commune, ou en tout cas des décideurs de ces transformations-là, des sondages avaient été faits, des enquêtes, il en serait allé autrement. On n'aurait pas touché, en tout cas, à la place Faidherbe de cette manière-là. Bon, ceci dit, le vin est tiré, il faut le boire. Je voudrais maintenant revenir peut-être sur des recommandations, les dernières recommandations faites à John pour approfondir son travail de recherche. Je pense qu'il faut aussi se tourner vers l'iconographie et la filmographie. Il y a des images de Saint-Louis. Il y a les images, j'y ai pensé en écoutant Mohamed Maïga parler des promenades qu'il devrait faire autour de l'île de Saint-Louis pour se rendre compte de l'état de transformation, d'innovation ou de dégradation des bâtiments, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un plan directeur de l'UNESCO qui n'est pas toujours respecté. Les bâtiments sont souvent transformés de manière intempestive, malheureusement par des gens qui sont haut placés, qui sont responsables et à qui on ne peut pas tordre le bras. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là aussi, n'est-ce pas? Donc, il y a des images qui permettent de faire des comparaisons. Il y a par exemple le fameux ouvrage de Pierre Tacher,
l'album de photos de Pierre Tacher qui est très intéressant et que je recommande vivement à John de parcourir. Il y a des films aussi qui ont été réalisés, des documentaires intéressants sur Saint-Louis qu'il pourrait, je crois, voir avec beaucoup de profit et qu'il pourrait mixer avec ses lectures de fiction littéraire, ses lectures sur les essais sociologiques, anthropologiques ou géographiques ou historiques ou autres, et que cela apporterait de l'eau au moulin de votre livre, n'est-ce pas? Donc, vraiment, merci à tous ceux qui sont venus participer à ce séminaire autour du travail de John Ellis, n'est-ce pas? Les contributions ont été de haut niveau, de bonne qualité, très variées. On a parlé, je crois qu'on a fait le tour de la question. Il n'y a aucun domaine pratiquement qui n'ait été passé au crible, n'est-ce pas? Depuis la gestion de l'environnement, dont on a parlé, jusqu'aux œuvres à visiter ou revisiter. Je pense que tout est au patrimoine immatériel, en l'occurrence les contes, les légendes auxquelles vous avez fait allusion, notamment la fameuse légende de Mam Kumbabang, n'est-ce pas, qui est devenue une figure tutélaire de Saint-Louis, n'est-ce pas? Et tout ça, je crois que ce sont des éléments qui vont enrichir le travail de John. Il y a encore du champ, puisque nous dit-on il a encore 8 mois à passer. Je suis son fellowship, donc je me ferai un plaisir de continuer à l'orienter et de manière à ce que tous les gens ici présents puissent l'aider aussi à étoffer sa recherche et son travail, n'est-ce pas? Il y a des écrivains, des géographes, des historiens, des traditionnistes, etc. Donc, même monsieur le gestionnaire de la ville, je pense que John a vraiment du matériau humain sous la main et ça ne peut que le conforter dans son travail. Merci à tous. Il y a beaucoup de bonnes idées ici. Et le meilleur, le mieux, the best thing is the discussion, the discussion. Parce que c'est vrai, it's real, it's the truth. So I'm going to have to come back and listen to the recording. Je vais retourner de la recording, je ne sais pas le mot, et make sure that I understand everything that was said. But in the meantime, I can see the most serious topics have been discussed. So I really j'apprécie votre feedback. And it's been very helpful to me. I've taken notes. So thank you again. Merci à tous. Merci infiniment. Je vous donnerai la liste, les numéros de téléphone et les emails de tous ceux qui ont participé ici. L'enregistrement également sera disponible et sur le site, il sera disponible pour vous pour l'exploitation. Encore une fois, merci. C'est un début de travail. Et tout maintenant va dépendre de sa capacité à interagir avec les uns et les autres pour pouvoir tirer le maximum d'informations qui lui serviront de matériaux pour la réflexion. Encore une fois, merci. Merci également les chers amis pour être venus. Samb, merci pour l'accompagnement technique. Notre ami Moustapha, Cheikh Diarra est là, Luc Camara, Madame Gassama, Babs, Mohamed, Chérou, vraiment merci d'être là. Madame Gassama transmet également nos remerciements à Madame Fall, Madame Nian maintenant, pour l'ensemble de la collaboration avec l'IA, entre l'IA et l'Université de Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, au revoir.